Bonjour à tous, vous êtes ici donc par rapport à cette dernière vidéo de ce cours de stabilité béton et génie civil. Alors cette vidéo concerne le 8e et dernier chapitre de ce cours de théorie. Alors par rapport à l'intitulé même de ce chapitre qui concerne la stabilité externe des murs de soutènement, donc on va voir ici qu'en fait le but de ce chapitre est d'essayer de pouvoir voir une fois les efforts de poussée et autres quantifiés sur le mur, si ce mur tient ou pas. Et pour ça, on va passer à 3 critères de résistance pour voir si le mur résiste à ces efforts et à l'instabilité qu'engendreraient ces différents efforts. Donc le but principal est d'empêcher, comme vous le voyez, le mode de ruine. Alors les ruines sur des murs de soutènement, on peut en avoir de plusieurs sortes. La première ruine possible, c'est comme vous le voyez sur des réseaux routiers. Donc là, ce sont des ruines qu'on appelle plus globales. Donc c'est vraiment l'entièreté du talus qui part. C'est vraiment une rupture globale du talus. Ça peut se faire pour du particulier, donc comme on le voit ici en haut à gauche. Là, c'est vraiment sur une poussée très très inclinée, puisqu'on voit la maison qui est située au-dessus. Ou alors vraiment des ruines locales, telles que vous voyez ici en bas par rapport à ce mur en pierre. Où là, la hauteur de chute n'est pas très importante. Ça peut se voir à n'importe quel niveau, donc on le voit notamment ici sur du stockage de matériaux, où le mur en voile béton n'a pas résisté à la poussée oblique due aux terres qui sont situées derrière. Et comme je dis à n'importe quel niveau, ça peut être ici, comme vous le voyez, par rapport à un petit muret en pierre, pour un particulier, on voit clairement que par rapport à un voile droit ici en béton, on a une inclinaison de notre mur de divers degrés, mais vous voyez que plus la hauteur du mur est grande, plus cette instabilité serait elle aussi importante. Donc de manière générale, il faut savoir que avant qu'on ait ce mode de ruine, un mur est en équilibre sous l'action de 5 charges. Lesquelles? Donc je parle bien de manière globale. La première des charges, c'est la masse du mur, qui s'applique au centre de gravité. Deuxième effort, c'est l'effort de poussée, qui vient du massif de terre sur le mur. Troisième type d'effort, c'est l'effet de butée de l'autre côté du parement en contact avec les terres, comme on le voit ici, l'effort B. Ça peut être, s'il y a le cas d'eau, un effet de sous-pression sous notre mur, et qui tend cette sous-pression à équilibrer le niveau d'eau entre ces deux niveaux présents de chaque côté du mur à hauteur variable. Et donc cette sous-pression tend à rééquilibrer en fait ces niveaux. Et ça crée un effort aussi vertical et de sens vers le haut. Et enfin, la dernière action, c'est la réaction du sol. Donc on voit qu'en fait que pour que le mur soit stable, il faut que l'action de ces différentes charges se compense et s'annule. Et ça, c'est une des premières conditions que l'on rencontre dans un système de force qui est dit en équilibre sur un mur. Il faut que la résultante de toutes ces forces s'annule. Donc que l'entièreté de ces actions se compense finalement l'une à l'autre. Et ça va nous amener à faire comprendre que la première vérification effectuée pour voir si le mur tient ou pas sous l'action des charges, c'est de vérifier s'il ne se renversera pas. Et ça nous amène à notre premier critère de résistance, c'est le critère de résistance au renversement. Donc la première chose lorsqu'on va passer sur ce critère est de bien scinder les actions que l'on appelle stabilisantes de celles qui sont dites déstabilisantes. Stabilisantes, ce sont des actions qui vont tendre à stabiliser le mur et l'empêcher de se renverser. Et déstabilisantes, c'est celles qui vont favoriser le renversement. Quelles sont les actions qui sont considérées comme stabilisantes? Vous avez le poids du mur. Vous avez le poids des terres à l'arrière du mur, qui sont situées ici sur la longueur de la semelle. Ça favorise la rotation vers le massif de terre et donc ça favorise le maintien du mur. Vous avez ce qui s'appelle les forces de frottement. Alors les forces de frottement, moi j'appelle ça la composante verticale de l'effet de poussée grand P. Donc on le voit ici, la poussée grand P. Et ici, PY, c'est la composante verticale de cette poussée que l'on retrouve ici. Et ça, c'est considéré comme une action dite stabilisante.
Les actions maintenant déstabilisantes, ben, c'est pas compliqué, c'est la composante en X de la poussée, c'est Px. Alors vous voyez aussi une chose très importante que j'avais déjà dite dans les anciens cours et dans les anciennes vidéos, concernant la rugosité. Donc on voit très bien que si on vient dessiner ici la valeur de l'angle delta plus lambda, la notion de fruit de mur, ici, ben on voit que c'est très important de savoir dans quel cas on se situe, si on est dans le cas avec un fruit de mur, et de savoir la rugosité de notre parement. Pourquoi? Ben parce que le fruit de mur plus la valeur delta, la rugosité du parement, va nous incliner la valeur de la poussée P d'une certaine grandeur. Et cet angle qui incline la poussée P va induire des changements au niveau des valeurs de Px et Py. Plus le parement sera rugueux, plus on aura une grande valeur de Py et une petite valeur de Px. De cette manière aussi inversement. Donc, vous voyez vraiment que ça a une importance capitale de savoir l'état de rugosité de notre parement. On peut avoir aussi un effet en tête de notre mur, ici, qui est le bollard. On peut avoir aussi l'action de l'eau uniquement d'un côté. Si j'invente uniquement l'action de l'eau ici à droite, ben ça va favoriser en plus une augmentation de poussée. On peut avoir aussi la présence d'une surcharge sur le terre-plein qui peut avoir, elle, en fait, deux effets. Elle peut aussi bien augmenter l'effet du poids des terres sur l'arrière de la semelle, mais ça peut aussi augmenter la poussée, Px. Donc on voit que la surcharge, elle a en fait deux effets. Augmentation de Px, déstabilisant, augmentation du poids des terres sur la semelle, stabilisant. Donc vous voyez qu'ici, là-dessus, j'ai vraiment essayé de vous donner plus ou moins un effet global. Maintenant, je n'ai pas notamment parlé dans les actions stabilisantes des tirants d'ancrage. Mais ça, c'est aussi un effet stabilisant, tirant d'ancrage. Alors une fois qu'on aura vraiment discerné l'entièreté des forces qui s'appliquent sur notre mur, on va se choisir un centre de rotation par rapport à ce critère de renversement. Donc comme on est dans un système où il y a un effet de rotation, puisqu'on est dans le renversement, on va se choisir un axe de rotation qui est souvent, comme vous le voyez, le coin inférieur gauche de la semelle qui est à l'opposé de notre massif de terre. Et donc dans quasi l'entièreté des cas, comme on le voit ici, ici et ici, on va essayer de prendre le point O comme origine de la rotation de notre premier critère. Donc, dans l'élaboration même du critère, la première étape, c'est de choisir ce point O. La deuxième étape, c'est de bien distinguer les actions qui sont stabilisantes de celles qui sont déstabilisantes. La troisième étape, c'est de calculer, et celle-là elle est importante, l'ensemble des bras de levier de chacune des forces qui s'appliquent sur notre mur, qu'elles soient stabilisantes ou déstabilisantes. Pourquoi? Parce qu'en calculant une force avec un bras de levier, on va atterrir à un moment. Et on va pour cela calculer l'entièreté des moments stabilisants et l'entièreté des moments déstabilisants. On va additionner tous les moments stabilisants, on aura une valeur. On va additionner tous les moments déstabilisants, on aura une valeur. Et notre but, en cinquième et dernière étape, c'est de diviser cette somme des moments stabilisants sur la somme des moments déstabilisants. Et il faut, pour que le critère soit respecté du point de vue du renversement, que ce ratio soit supérieur à 1,5. En quelque sorte, il faut que les forces stabilisantes du point de vue de leur moment soient 50% supérieures à l'entièreté des forces déstabilisantes qui chacune amènent un moment déstabilisant. Donc ça, comme vous le voyez, c'est notre premier critère, le critère de stabilité au renversement. Je vous montre ici un exemple où on voit un mur classique avec des terres, un tirant d'ancrage qui retient ces terres, une réaction non sol, R en bas, l'eau à gauche avec un bateau et un bollard, et le bateau est maintenu à ce bollard par une corde, que l'on voit ici.
On va d'abord choisir donc notre centre de moment, de renversement. On voit que la Terre est ici, on va aller chercher le coin inférieur opposé à gauche, ici. On a notre moment, notre centre, pardon, O. On va matérialiser toutes les forces, donc vous voyez, on va matérialiser le tirant d'ancrage ici. On va décomposer, comme on a une force oblique, cet effort de tirant en un effort vertical et un effort horizontal. Idem pour la poussée des terres. On aura le poids vertical des terres, le poids du mur, réaction air du sol décomposée, butée, poids des terres ici situé à gauche, la poussée de l'eau, l'effort de la corde qu'on va décomposer en une verticale et une horizontale. Et une fois qu'on va décomposer tout ça, on va s'attarder à savoir quelles sont les forces stabilisantes de celles qui sont déstabilisantes. Une fois qu'on aura fait ce choix-là, vous voyez, on va complètement décomposer chacun des bras de levier pour chacune des forces. Et ces bras de levier, tous les bras de levier horizontaux, on va les décomposer en une valeur x, avec l'indice correspondant à la force, x, ry, x, w, etc. Et pour toutes les forces horizontales, on va avoir des bras de levier qui sont des valeurs en y. YPX, YTX, etc. Et donc, on aura uniquement qu'à faire P de T fois X P de T. Si c'est considéré comme une charge stabilisante, on va avoir après W fois XW, et on n'aura qu'à additionner ces deux-là. Puis, s'il y a encore une autre stabilisante, on additionnera la force face au bras de levier, etc. Ok ? On fera la même chose pour les moments qui sont déstabilisants. Le deuxième critère est un critère de résistance au glissement. Donc on va essayer de voir si notre mur, par le mode de ruine numéro 2, qui serait celui de glissement. Donc on va pour cela devoir comparer en fait une force sollicitant le glissement qui est la force dite T, et une force qui résiste à cet effort sollicitant de glissement qui est la force FR. Donc pour ça, on va vraiment comparer ces deux efforts. Comment est-ce qu'on va les calculer ? Premièrement, la force T, c'est en fait la somme de toutes les forces horizontales qui s'appliquent sur notre mur. Donc, quand on aura une force oblique, c'est pour ça l'intérêt de décomposer ces forces obliques pour avoir une composante horizontale qui va être induite dans le calcul de cet effort général T. Et cet effort T, c'est en fait la composante horizontale de la résultante, comme on le voit ici à l'effet de loupe. On a R, la résultante de toutes les forces qui s'appliquent sur notre mur, et on a T, la composante horizontale. On va comparer cette valeur de T à la valeur de FR. FR qui est la force de résistance au glissement. Et on va tomber sur la formule qui est ici au-dessus. A fois B plus N sur tangente de delta. A, c'est ce qui s'appelle l'adhérence entre le fond, donc le bas de la semelle, et le sol en contact avec cette semelle. Donc c'est cette adhérence qu'on va avoir entre les deux matériaux, le béton de la semelle et le sol. B, c'est la longueur de la base, donc la longueur de la semelle. N, c'est la composante verticale de la résultante, que je vais vous expliquer juste après. Et la tangente de delta, c'est un coefficient de frottement, où delta est considéré comme étant une valeur fixée, par simplification, à 2/3 de l'angle de frottement interne phi. Et donc, la formule que vous voyez en dessous ici, c'est quand il n'y a pas le concept d'adhérence qui est pris en compte, qui est pas pris en compte, pardon. Nous, on va essayer la plupart du temps de prendre en compte cette adhérence A entre le sol et notre semelle en béton pour notre mur. Je vous ai donc dit ici la composante verticale de la résultante N, c'est en fait la somme de toutes les forces verticales qui s'appliquent sur notre mur. Pas plus compliqué. Alors j'ai peut-être pas précisé ça pour la force T, donc je le reprécise ici pour la force N, et la remarque que je vais vous donner est vraiment quasi exactement la même que pour T, c'est que les forces, on les prend en addition, mais avec leur signe. Donc ça veut dire que si vous fixez un sens positif des forces, j'invente pour les forces verticales, si vous considérez que
les forces positives sont les forces qui vont vers le bas, toute force qui est vers le haut est considérée en négative. Donc ça, il faut faire la même correspondance à la remarque que je vais vous donner par rapport aux forces horizontales. Si vous fixez un sens pour les forces, toute force qui va à l'encontre de cette force doit être, à l'encontre de ce sens, doit être pris en négatif. Okay, et ça a une influence sur la somme des forces totales. Vous l'aurez compris, pour trouver la résultante totale R, il suffit de tracer le triangle rectangle et de faire l'effet de Pythagore en disant que R c'est la racine carrée de n au carré plus t au carré. Ça, c'est pas compliqué. Donc, maintenant, une fois qu'on a calculé t et qu'on a calculé fr, pour trouver ce deuxième critère de stabilité, on va comparer fr sur t en les divisant, et il faut que cette division soit supérieure à 2. Donc il faut que les forces de résistance soient 2 fois plus importantes que les forces sollicitant le glissement. C'est tout. Quels sont les critères théoriques que l'on pourrait avoir pour essayer d'augmenter cette résistance au glissement? Pour moi, j'en vois 2 voire 3. Le premier paramètre sur lequel on peut faire, c'est augmenter l'effet N. N, c'est quoi? C'est la somme des forces verticales. Si j'augmente la longueur ici à l'arrière de ma semelle, en fait, je vais donner plus de surface par rapport à ce poids de terre qui s'appliquerait dessus. Et donc, en n'augmentant pas trop, en fait, notre poids du mur, puisqu'on ne fait qu'augmenter la longueur de la semelle, on va augmenter très fortement le poids des terres, qui est une force stabilisante. Donc ça peut être le premier critère sur lequel on peut jouer. Deuxième, c'est d'essayer d'aller chercher dans la formule ici, le delta, le 2/3 de phi, phi c'est l'angle de frottement interne. Donc si j'arrive à aller chercher un angle de frottement interne élevé, comme ici, je vais pouvoir augmenter la valeur de FR. On va essayer, on va essayer, c'est pas possible dans tous les cas, ce sont des concepts théoriques, pas souvent possibles du point de vue de la pratique, d'essayer de chercher des sols argileux, ou avec une structure qui est plutôt type angulaire, où il y a une bonne résistance au frottement. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on peut donner réellement comme conseil. Pas essayer de remblayer avec du sable, parce que là, le sable n'a pas nécessairement un angle de frottement interne énorme. Donc c'est plus conseillé avec de l'argile ou des sols où la granulométrie est plus en forme angulaire. Et pas granulaire, mais angulaire. Et enfin, le troisième critère, c'est plutôt sur la forme de la semelle. Donc pour essayer d'augmenter cette résistance au glissement, on va créer ce qui s'appelle ici des bêches. Donc les bêches, c'est les deux petits retours que vous voyez ici, et qui, sous l'effet du déplacement horizontal, dans un sens ou dans l'autre, vont empêcher en fait ce déplacement, puisque on augmente la surface verticale de notre semelle. Et donc ça va empêcher le glissement latéral. Alors vous voyez, c'est ce qu'on peut faire ici en pratique. On va couler notre semelle avec, vous voyez, un rebord ici, un peu plus profond pour créer notre bêche. Sans bêche, c'est une semelle classique. Avec bêche, il y a un petit renfort ici en dessous. Troisième et dernier critère, c'est le critère de résistance au poinçonnement. Alors le poinçonnement, c'est vraiment l'enfoncement de l'entièreté de notre mur dans le sol. Donc ça veut tout simplement dire que notre sol, qui a une capacité portante, qu'on voit ici dans la colonne en vert, n'a pas la capacité suffisante d'absorber la pression que lui engendrerait le mur sous l'action des différentes forces. Donc pour ça, pour pouvoir respecter ce critère, qui va être assez simple de la conception, c'est d'essayer de voir que la pression engendrée par le mur sur le sol soit bien inférieure aux valeurs que vous voyez dans la colonne ici à droite. C'est ça un peu le concept qu'on va avoir dans ce troisième et dernier critère de résistance. Pour ça, on va devoir essayer de savoir où s'applique la résultante, parce qu'en fonction d'où la résultante s'applique le long de notre semelle, on va avoir une pression qui est plus ou moins bien répartie sur le sol. Donc pour ça, on va essayer de savoir où s'applique la résultante. Et pour savoir où elle s'applique cette résultante, on va partir d'un repère qui est le milieu, que vous voyez ici en orange, de notre semelle. Et en fonction de ce milieu, on va situer où s'applique cette résultante.
grâce à ce qu'on appelle l'excentricité, ici en rose, E, de la résultante. Et grâce à ça, on va pouvoir calculer l'endroit précis où s'applique sur la semelle la résultante, grâce à cette excentricité. Comment est-ce qu'on la calcule, cette excentricité? C'est pas compliqué. On va prendre la somme de tous les moments de chacune des forces, qu'elles soient déstabilisantes ou stabilisantes. Peu importe. Le tout, c'est de se fixer un sens de rotation précis pour notre mur. Et toute force qui va dans ce sens est considérée j'avance au positif. Toute force qui engendre un moment dans le sens inverse à celui qu'on s'est fixé, c'est en négatif. Et donc c'est pour ça qu'il est très important de se fixer dès le départ un sens de moment positif. Et tous ceux qui vont dans l'autre sens, comme je viens de le dire, c'est considéré en négatif. Donc alors après, une fois qu'on aura calculé la valeur, on peut avoir une valeur qui devrait, je dis bien qui devrait, être inférieure à la base sur 6. Pourquoi? Parce qu'en fait, on appelle souvent la possibilité d'avoir un effort qui est le plus optimal possible quand il est dans ce qui s'appelle le tiers central. Alors on appelle ce tiers central le tiers ici, donc qui est situé proche du milieu. Parce que plus vous avez une résultante qui est au milieu de la base, au mieux vous allez répartir comme il faut de manière uniforme les efforts sur toute la longueur. Au plus vous éloignez votre résultante, au moins, j'invente, si la résultante est ici, au moins vous allez faire travailler la semelle qui est ici de ce côté-là. Donc vous allez avoir vraiment l'effet de poinçonnement qui est marqué. Donc on essaye, je dis bien on essaye, de faire en sorte que le mur nous amène au final un effort qui est excentré d'une petite valeur qui amène notre résultante dans le tiers central. Et donc cette excentricité E serait inférieure à B sur 6. Cette excentricité peut être aussi inclinée d'un angle epsilon. Ça nous donne une indication sur le fait que cette résultante n'engendre pas trop de glissement. Plus la valeur epsilon est faible, plus forcément vous allez avoir un effet de glissement important. Donc ça c'est souvent ce que l'on verra dans les exercices, un calcul qui est final pour voir de combien on aurait la valeur de l'intensité de la résultante et de combien elle serait inclinée par rapport à l'horizontale. Ça n'a pas tellement d'influence en elle-même sur le troisième critère, puisque ce qui est vraiment intéressant de calculer, c'est l'excentricité, et l'epsilon, c'est plutôt pour se donner une idée de combien la résultante est inclinée par rapport à l'horizontale. Alors donc, une fois que vous avez trouvé cette excentricité, et que vous avez matérialisé la valeur de la résultante, vous savez dessiner ce qui s'appelle le diagramme en bleu des pressions qui s'exercent en dessous de notre mur. Et donc le but, ce serait que ces pressions maximales soient inférieures aux valeurs des pressions que l'on avait vues précédemment dans la colonne de droite. Mais pour ça, ça va dépendre de l'excentricité. Pourquoi? Parce que si votre excentricité est inférieure à la base sur 6, donc à la longueur de la semelle sur 6, vous êtes dans le cas où la résultante passe par le noyau central. Que ce soit à gauche de votre milieu ou à droite de votre milieu. Donc ici, on voit vraiment que c'est par rapport à ce premier cas, la résultante qui est dans ce tiers central. Le deuxième cas qu'on envisagera aussi après, c'est quand la résultante par contre est hors du tiers central, qu'elle soit à gauche ou qu'elle soit à droite. Si je m'attarde ici à ce premier cas, le but, une fois qu'on a trouvé l'excentricité, c'est de calculer la valeur de la pression qu'engendre l'entièreté des forces sur le mur et que ce mur engendre forcément au bas de sa semelle sur le sol. Et donc, on va devoir calculer la pression sigma 1 et sigma 2 qu'engendre notre mur sur ce sol. Et pour ça,
on va utiliser la formule n sur b fois 1 plus 6 fois e sur b, et pour sigma 2, c'est la même chose, sauf qu'on met le signe négatif. Attention, une remarque importante, ici, la valeur de l'excentricité E dans la formule doit être prise avec son signe, positif ou négatif. Dans la formule, on le voit que n, c'est la composante verticale de R, B, c'est la longueur de la semelle, E, c'est l'excentricité, et sigma 1, sigma 2, les contraintes max et min. Donc, une fois qu'on a calculé valeur numérique sigma 1 et sigma 2, on devra matérialiser le diagramme de pression. Comment? Alors, si l'excentricité est ici à gauche, ben on aura une plus grande valeur sigma 2 ici et une plus petite valeur sigma 1 ici, puisque la résultante est à gauche. Par contre, si la résultante est à droite du milieu, ben la valeur de sigma 2 est plus grande ici à droite et sigma 1 plus petite à gauche. Alors, comment est-ce qu'on va faire ici? Une fois qu'on a calculé sigma 1 et sigma 2, on va calculer ce qui s'appelle une contrainte de référence. Alors cette contrainte de référence, c'est en quelque sorte une hypothèse qui donnerait la pression plus ou moins moyenne de ce diagramme trapézoïdal de pression. Donc, comme on n'est pas trop sûr de la véritable allure de ce diagramme, ben on va se donner une valeur plus ou moins constante moyenne, et cette valeur constante moyenne, c'est le sigma de référence. Et pour trouver sigma référence, c'est 3 fois la pression max appliquée par le mur, plus une fois la pression min appliquée par le mur sur 4. Et c'est cette valeur complète qui va devoir être inférieure à la pression admissible de notre sol. Et cette pression admissible de notre sol, où est-ce qu'on va la voir? On va la voir ici. On va avoir une pression, une contrainte admissible du sol maximale, mais qui correspond aux valeurs en vert ici en kg par centimètre carré. Donc ça, c'est quand on est dans le premier cas. Deux cas particuliers de ce premier cas, qui ne sont pas très intéressants, mais qui sont toujours visibles, c'est que si l'excentricité vaut 0, c'est que la résultante passe parfaitement par le milieu de votre semelle et que la contrainte est une constante. Si l'excentricité vaut parfaitement la base, la longueur de la semelle, donc divisé par 6, mais dans ce cas-là, on aura une contrainte sigma max qui vaut 2n sur la longueur de la base et la contrainte minimale qui vaut 0. Donc dans le cas précédent, le mur descend bien verticalement tout du long, tandis qu'ici, on a un petit pivotement qui peut se faire de notre mur. Si on est dans le deuxième cas maintenant, le calcul de la pression max du mur sur le sol, on va avoir uniquement qu'une valeur, qui vaut 2 fois n sur 3i. N restera toujours la composante verticale de la résultante, et i, en fait, i c'est une valeur de calcul. Alors i, ça vaut b demi moins e. Et là, dans ce cas numéro 2, e est pris en valeur absolue. Donc là, on est dans le cas où la résultante est hors de notre tiers central. Donc on va avoir une très grande valeur ici de sigma 2, mais vous voyez qu'à un moment donné, si on devait tracer le diagramme, on couperait la semelle pour aller chercher une valeur ici, sigma 1. Même chose ici quand R est à droite du milieu. Et donc dans ce cas, quand je calcule sigma 2 par la formule juste avant, je vais comparer cette valeur de sigma 2 à la contrainte de référence. Et cette contrainte de référence, comme vous le voyez, c'est ici 3/4 de cette valeur de sigma 2. Donc, quand on a trouvé sigma 2, qu'on a trouvé grâce à cette formule de I, qu'on met dans la formule, on va devoir comparer cette valeur de sigma 2 à la contrainte de référence qui vaut 3/4 de sigma 2. Et quand on est dans le deuxième cas, en fait, il y a une chose qui est très importante à comprendre, c'est que on est dans un mur qui va complètement basculer, dans un sens ou dans l'autre. Et on va avoir, à un moment donné,
cette coupure dans le diagramme de pression au niveau d'une distance qui est 3 fois I, que vous voyez ici. Donc le I qu'on calcule, c'est pas pour rien qu'on le calcule. On le calcule parce qu'on estime, théoriquement, que à partir de la pression max que le mur applique, à une distance de 3I, on a la fin des contraintes de compression sur notre sol. Et c'est à partir de là qu'on passe en contrainte inverse, non plus de pression, mais de traction. Donc vous voyez qu'en fait, ceci, c'est le soulèvement de notre semelle. Et on est passé non plus en contrainte de compression, mais en contrainte, dans ce cas-ci, de traction. Donc il faut vraiment bien comprendre que si on fait sur la longueur générale de notre mur, on va avoir sur la distance ici de 3i, la valeur de compression, comme ceci, et sur ce qui reste de longueur de notre semelle, on va avoir, comme je vous le mets ici, de la traction. Et donc ça va poser problème au niveau de notre mur parce que vous allez passer d'un effort de compression à un effort de traction. Et ça, il faut absolument bien veiller à armer correctement votre semelle en béton d'armatures en acier qui peuvent reprendre cet effet de cassure dans les efforts et donc de reprendre l'effet de traction. Donc voilà cette dernière étape qui est donc dans ce troisième critère. Comment est-ce qu'on fait pour vérifier? On vérifie toujours par rapport à se dire est-ce que la contrainte de référence, les 3/4 de notre sigma 2, est bien inférieure à la pression admissible que peut reprendre notre sol tel qu'on a vu précédemment. Ok? Ceci clôture donc votre dernière vidéo sur le chapitre 8 de ce bouquin de théorie.